La guerre de 14-18 est le premier conflit le plus médiatisé de l'histoire, un statut qu'il doit à toutes ces images et tous ces témoignages recueillis pendant et après la guerre. Pourquoi vouloir mettre en scène la violence, la barbarie, le chaos régnant sur les champs de bataille, entretenir le moral des troupes, rassurer les civils, intimider les adversaires et se construire une réputation à l'international? En 1914, pas d'informations ni d'images réelles des affrontements sur le terrain. Il faut puiser dans l'imaginaire et l'inspiration collective avec la guerre franco-prussienne de 1870 pour imaginer la guerre. C'est à partir de 1915 que la machine à propagande se met en marche. Les grandes firmes sont appelées à l'effort de guerre. Gaumont, Pathé, Éclair et Eclipse se voient attribuer des missions du Bureau d'information militaire pour filmer des images du front. Ils sont guidés, certains sujets doivent rester discrets, ils ne sont pas libres de leur choix. La censure est appliquée par les autorités locales, la presse et le ministère de la guerre. Durant cette période, quelques réalisateurs de renom s'exercent à représenter la guerre au cinéma. Henri Desfontaines, avec La puissance militaire de la France, produit une œuvre en 5 actes. La France en armes, la France entière mobilisée, aviation et aérostation, la bataille et après la bataille. Un documentaire en prise de vue réelle pour mettre en lumière une France en guerre. Léon Poirier réalise Verdun, vision d'histoire, qui sortira en 1928. Il mêle les destins d'anonymes, des soldats, des officiers, des civils, qui croisent parfois la route de Pétain et du colonel Drian. Des petites histoires dans la grande histoire de la plus grande bataille pour la France. Il pouvait servir à renforcer le sentiment patriotique et la mémoire de la victoire française, préparant potentiellement l'opinion à une éventuelle nouvelle guerre défensive. Le réalisateur reviendra en 1931 avec La Voix sacrée. Suite de Verdun, vision d'histoire, Léon Poirier revient pour glorifier le passé de la France et faire honneur au sacrifice des nombreux soldats qui se sont battus pour la survie de la nation. Abel Gans, lui, avec Les Gaz mortels sorti en 1916, parle de la guerre sans la montrer. Il la suggère dans ce film qui se penche sur l'arrière, la guerre hors champ. Comme son nom l'indique, il raconte l'histoire de ces civils qui travaillent dans des usines chimiques. Il dénonce l'utilisation de gaz toxiques sur le champ de bataille. Très profondément marqué par les horreurs de la guerre, le réalisateur de Napoléon s'érige en figure antimilitariste en 1919 avec son film J'accuse. Reprenant le titre du célèbre article d'Émile Zola, Abel Gans dénonce ici la guerre via la vision d'un poilu pacifiste et anticipe l'arrivée d'une seconde guerre mondiale. On peut enfin citer Louis Feuillade, alors directeur artistique de la maison Gaumont, et ses films patriotiques. Ces réalisateurs sont contraints par la section cinématographique de l'armée qui officie depuis 1915, une section qui avait pour mission de coordonner la production de films, contrôler leur contenu et assurer leur distribution tant en France qu'à l'étranger. Le gouvernement français collabore non seulement avec les réalisateurs, mais avec tous les professionnels du cinéma pour mettre une industrie à leur service. De 1917 à janvier 1919, des bandes d'actualité hebdomadaires appelées les Annales de la guerre sont diffusées, des images documentaires ayant pour objectif de montrer la réalité du terrain à l'arrière. Le numéro du 13 juin 1917 aura notamment marqué les esprits. Cet épisode montre le général Pétain en visite dans un cantonnement. Il goûte de la soupe et du vin. Ces images, aussi anecdotiques qu'elles puissent paraître, auraient selon les dires provoqué la colère de Pétain qui ne voulait pas les voir diffusées. Cette édition des Annales de la guerre a ceci de particulier qu'on ressent une mise en scène parfaitement calculée pour ainsi mieux capter l'attention du public. Pétain se montre très préoccupé par le sort des soldats alors que l'armée française est en difficulté après les grandes offensives meurtrières du chemin des Dames. C'est à ce moment-là qu'il prend connaissance de l'importance du cinéma comme moyen de communication militaire. Déjà à l'époque, l'idée du mythe du héros national, du sauveur de la nation, était déjà très présente dans la presse écrite lors de la bataille de Verdun. La guerre était présentée comme une lutte existentielle pour la survie de la France et de la civilisation française face à la menace barbare allemande. Le message était que la France défendait des valeurs universelles de liberté, de justice et de culture contre la barbarie et l'obscurantisme. Ces films mettaient en scène le courage, la bravoure et le patriotisme des soldats français.
Ils étaient présentés comme des héros se sacrifiant pour la patrie et le bien commun. Le thème du sacrifice était omniprésent. La propagande cherchait à renforcer l'unité nationale en mettant en avant l'idéal de l'union sacrée, qui rassemblait toutes les forces politiques et sociales françaises derrière l'effort de guerre. Les divisions et les tensions internes étaient minimisées au profit de l'image d'une France unie et solidaire face à l'ennemi. L'aspect documentaire de certaines images des combats est cependant à relativiser. Celles-ci, souvent reconstituées, cherchaient à impressionner le public et donner un sentiment de réalisme en montrant des scènes de combat, des explosions, des charges. Les annales de la guerre et les films de la SCA privilégient surtout les aspects positifs et héroïques et minimisent le tragique. Mais il faut garder à l'idée que les images, quelles qu'elles soient, cachent autant qu'elles ne montrent. À l'approche des années 30, la France et les films de propagande sociale connaissent un certain engouement auprès du public. L'éducation populaire, placée sous la tutelle du ministère de l'Instruction publique, est chargée de présenter un enseignement post-scolaire. Plusieurs cinémathèques sont créées pour fournir aux instituteurs des ressources pour appuyer leur travail. Le ministère des Travaux publics, le ministère des Colonies, l'Office national du tourisme, tous auront leurs propres ressources filmiques pour éduquer la population concernée. On dénombre 2000 copies appartenant à l'État. Une organisation comme la Cinémathèque de l'hygiène sociale détient des films du docteur Jean Comandon qui utilise le cinéma comme moyen de vulgarisation scientifique. Le succès est immédiat. Plusieurs centaines de commandes sont passées tous les jours, des dizaines de milliers par an. Les cinémathèques poussent dans presque tous les départements français et sont subventionnées par l'État. La Cinémathèque de l'hygiène sociale déclarait 1 million de séances sur la période 1917-1927, avec plus de 10 millions d'entrées. Le cinéma de propagande sociale règne en maître dans les campagnes françaises. Ce sont parfois les seuls films diffusés dans le monde rural. Les films dits de propagande sont conçus pour modifier les comportements en influant sur les mentalités et leurs contenus ont été définis précisément par les membres des différentes commissions. Jean-Benoît Lévy se retrouve à être le réalisateur le plus prolifique de la Troisième République concernant les films pensés par les commissions ministérielles. Il regroupe longs et courts-métrages, documentaires, fictions, dessins animés et films didactiques. La future maman est un film d'enseignement de la puériculture réalisé sous les auspices de la commission du cinéma agricole du ministre de l'Agriculture. Margot, l'héroïne du film, est une adolescente instruite à l'école d'enseignement ménager. Elle démontre les bienfaits de la puériculture rationnelle. D'autres films ont pour vocation d'enseigner et de montrer la voie aux jeunes hommes et aux jeunes femmes. Ils apprennent à bien se comporter à l'école, les fondamentaux des métiers en fonction de leur genre, leur rôle dans la société et les risques qu'ils encourent s'ils tombent dans l'illégalité ou s'ils refusent de rester dans les cadres établis par l'État français. L'État français n'a pas développé de système de propagande aussi massif que des régimes totalitaires comme l'Allemagne ou l'Union soviétique. Il s'en est servi toutefois pour promouvoir ses idées, ses valeurs et orienter la population dans une direction choisie. De plus, avec la montée des tensions à l'international, le cinéma français se devait de renforcer le sentiment d'appartenance pour préparer l'opinion publique à une possible nouvelle guerre. La République est mise en avant, la démocratie, la puissance de l'empire colonial français. En interne, des partis politiques utilisent le cinéma pour promouvoir leurs idées. Le Parti communiste français, par le biais du groupe Octobre, un collectif de cinéastes proches du parti, produit des films de propagande pour le Front populaire comme La vie est à nous, sorti en 1936. Ce film, venant appuyer les élections de 1936, expose les thèmes chers au PCF, la lutte des classes, l'exploitation capitaliste, la solidarité ouvrière, et présente le programme du Front populaire en assumant son statut de film de propagande politique. Réalisé par Jean Renoir, membre influent de l'ACI, l'Alliance du cinéma indépendant, La vie est à nous est une adaptation du discours du secrétaire général du PCF, Maurice Thorez, au congrès du parti à Villeurbanne en 1936. Doté d'un budget entre 50 000 et 60 000 francs, ce film soutient que seul le Parti communiste français peut réparer les injustices dont souffrent les classes populaires. Il est non seulement un appel à la révolution du prolétariat, mais également un pamphlet contre la montée du nazisme allant jusqu'à singer Hitler et Mussolini. Si la première a eu lieu à la Bellevilloise le 7 avril 1936, le film sera censuré et ne sortira pas au cinéma. Son côté trop politique, résonnant comme un film de campagne électorale, ne plaît pas au gouvernement. L'ACI, rebaptisé Ciné Liberté,
se chargera donc d'organiser des séances privées pour faire découvrir le film. Celui-ci, bien que censuré en France, sera source d'inspiration pour d'autres films à destination politique en Europe. Le temps des cerises, en 1938, de Jean-Paul Le Chanois, est un court-métrage célébrant les acquis sociaux du Front populaire, notamment les congés payés. Il met en scène la joie des ouvriers partant en vacances pour la première fois, grâce aux réformes sociales. Il s'agit d'une forme de propagande positive pour le Front populaire, mettant en avant les bénéfices concrets de sa politique pour la classe ouvrière. Mais si nous devions retenir un seul film du Front populaire, ce serait La Marseillaise de Jean Renoir. Film historique, ambitieux sur la Révolution française, produit avec le soutien du PCF et de la CGT. Il met en avant les idéaux révolutionnaires, le peuple en action et la lutte pour la liberté et l'égalité. Dans le contexte de 1938, il peut être interprété comme un film de soutien aux idéaux du Front populaire et comme un appel à la mobilisation populaire face aux menaces intérieures et extérieures. Il couvre une période allant de la prise de la Bastille en 1789 jusqu'à l'arrestation de Louis XVI en 1792. Malgré son échec commercial, le film est salué pour sa représentation de toutes les classes populaires françaises, les ouvriers, les paysans, les soldats, les boutiquiers, les prêtres, les hommes du peuple. La presse va bouder le film, hormis les journaux communistes bien entendu. Celui-ci fait clairement écho à l'appel révolutionnaire de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste. La colonisation a aussi eu droit à sa part de propagande. Le Bled de Jean Renoir, mélodrame se déroulant en Algérie, véhicule une vision paternaliste et positive de la présence française en Algérie. Bien qu'il ne soit pas ouvertement propagandiste, il joue sur les comparaisons entre la civilisation française et la vie des populations locales algériennes. Bien entendu, pour chaque film, le mot propagande est à relativiser. Si la montée des totalitarismes est à la mode de l'époque, la France n'est pas encore dans cette configuration. Étant le contraire d'une dictature, la France, par son cinéma, alors en pleine explosion populaire, essaye de propager des images de paix, de stabilité. La crise économique des années 30, aggravant la situation sociale et accroissant la pauvreté, donne de la force au Parti communiste français et aux ligues d'extrême droite pour bousculer la situation politique. Dans ce contexte, le cinéma visait principalement à divertir le public et lui montrer les aspects positifs que la France pouvait lui apporter dans une période de tension internationale qui finira par avoir raison d'elle.